Stéphane Bobo, vous êtes un multi-entrepreneur, notamment dans les télécoms, et aujourd'hui vous êtes en particulier sur ce marché qu'on vient d'évoquer, des objets connectés. Vous avez créé nombreuses entreprises, et là aujourd'hui vous êtes, on va dire, un des premiers distributeurs spécialisés d'objets connectés en France. Enfin, l'entreprise s'appelle LIC, et donc ce sont peut-être raconter l'histoire en deux mots de ce que vous faites et ce que vous êtes avant d'interpeller. Merci. Je dirige le groupe Innovate, qui est un groupe spécialisé sur la distribution des produits connectés. Alors ça intègre bien sûr la distribution de smartphones, d'accessoires et des fameux objets connectés en tant que grossiste distributeur. Donc on travaille avec l'ensemble des distributeurs des enseignes françaises, que ce soit des e-commerçants, la grande distribution alimentaire, les GSS comme Fnac, Darty, Boulanger, des boutiques spécialisées, des indépendants. Donc on travaille avec l'ensemble des chaînes qui s'intéressent à la commercialisation de ces produits. Et puis en 2014, on a ouvert des concept stores parce qu'on s'est rendu compte que c'était des produits qui nécessitaient beaucoup de pédagogie auprès du grand public. Et donc on a ouvert nous-mêmes des concept stores entièrement dédiés aux objets connectés avec non pas des vendeurs mais des coachs en magasin qui permet aux consommateurs de pouvoir tester l'ensemble de ces produits. Et donc on a plusieurs points de vente, dont un à Paris qui est en partenariat avec le groupe Galeries Lafayette au BHV, au 2e étage. On a 250 mètres carrés entièrement dédiés aux nouvelles technologies avec des coachs sur le lieu de vente. Voilà. Donc on a cette double casquette, à la fois de distributeur grand public et d'enseigne sur lequel on peut expérimenter directement en avant-première la commercialisation de certains produits, parce qu'on s'est rendu compte que dans les grandes enseignes, il fallait un certain temps de maturité pour avoir dans leur rayon des produits un peu trop novateurs ou un peu trop niches. Donc ça nous permet de les expérimenter dans ces concept stores. Alors, je vais vous laisser dialoguer avec Olivier, mais comment est-ce que vous avez réagi à ce qu'il a dit sur ce salon? J'imagine que vous êtes vous-même, sinon un habitué, en tout cas un connaisseur de ce qui se passe au CES et de l'arrivée forcément. Il connaît mieux le métier technologie. Que moi, en fait, Donc comment est-ce que vous voyez les choses? Je pense qu'on a un prisme de vue qui est un petit peu différent avec Olivier, parce qu'en effet, Olivier travaille vraiment sur une vision, je dirais, très macro, et puis en même temps de décrypter les grandes tendances technologiques qui vont intégrer les produits dans les prochaines années. Lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle ou de composants ou de sociétés qui ont des briques logicielles qui vont s'intégrer dans d'autres familles de produits. Moi, mon prisme de vue, il est beaucoup plus pragmatique et court-termiste parce qu'on cherche des produits qu'on va être capable de vendre dans des magasins auprès du consommateur dans les 12 mois qui viennent, voire 24 mois si on est visionnaire. Mais déjà à 12 mois, c'est bien. Voilà, mon prisme de vue, il est très tourné vers le consumer, et c'est pour ça que c'est vrai que la base du consumer électronique, c'est d'avoir des produits consumer, des produits qu'on sera capable de vendre en masse au grand public. Et aujourd'hui, c'est vrai que le salon s'est énormément étendu vers des produits qui nous concernent moins en tant que distributeur. Et donc, c'est vrai qu'on a un focus qui est vraiment tourné vers des entreprises qui ont des produits prêt à la vente, idéalement. On va chercher ces produits qui vont pouvoir rejoindre les rayons des grandes enseignes et s'adresser au grand public. Alors, qu'est-ce que les gens achètent aujourd'hui quelles sont un peu les modes et les tendances en matière de marché des objets connectés? Marché des objets connectés, on en parle beaucoup depuis 2013-2014, réellement. C'est un marché sur lequel tous les analystes prévoient, des volumes extrêmement importants auprès du grand public, mais qui a quand même du mal à démarrer. Pourquoi? Parce que ce sont des produits technologiques sur lesquels il y a une méconnaissance du grand public sur leur existence, sur leur usage, et qui doivent correspondre à une attente consommateur liée aussi à un prix public acceptable. Et c'est toutes les difficultés lorsqu'on démarre des nouveaux marchés, comme les objets connectés, c'est qu'on est sur des produits qui nécessitent beaucoup de R&D, et donc avec des prix consommateurs qui sont relativement élevés, et donc qui ont du mal à se démocratiser.
Donc c'est un marché qui a eu un peu de mal à démarrer sur 2014 avec, je dirais, toutes les enseignes françaises qui ont été extrêmement motivées à démarrer à la commercialisation de ces produits, mais avec une offre assez pauvre et pas forcément en adéquation avec le grand public au démarrage. Malgré tout, aujourd'hui, 3 ans après, je dirais, ce démarrage, on a un marché qui est en train de faire ses preuves dans la distribution autour de quelques grandes familles de produits. La famille la plus importante aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les wearables, donc les montres connectées, bracelets d'activité sportifs, principalement tirés par des marques leaders telles que Samsung, Huawei, Apple, Fitbit, qui sont en effet des très grandes de l'électronique et qui ont su faire des produits, je dirais, adaptés en termes de prix public. Et c'est toute la difficulté de nos startups, c'est d'arriver à un moment donné, entre l'innovation technologique et le grand public, d'avoir des produits qui fit, qui soient vraiment bien positionnés pour rencontrer le succès commercial. Donc la grande famille aujourd'hui de produits qui marchent dans les objets connectés, c'est ces wearables, ces montres connectées, bracelets d'activité, qui représentent une grosse part du chiffre d'affaires des ventes qui sont réalisées en France. Ensuite, la deuxième catégorie importante, c'est le divertissement. Donc les casques de réalité virtuelle, qui ont un peu moins fonctionné ce Noël dernier, mais qui ont très bien fonctionné parce que des produits assez abordables. Aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, ça démarre à 9,90 € en intégrant son smartphone dedans. Et puis pour les plus évolués, les casques virtuels actifs, ça monte jusqu'à 1 000 €. Et puis pareil, on a des grands acteurs qui sont lancés, PlayStation qui s'est mis dedans, Oculus et autres qui sont arrivés avec des produits de bonne qualité. Donc dans l'entertainment, les casques de réalité virtuelle et les drones. Alors on a parlé de Parrot, entreprise française qui était un des pionniers dans ce secteur, mais qui s'est fait rapidement rattraper par un gros chinois qui s'appelle DJI, qui avait un énorme stand bondé au CES et qui fait des produits extrêmement performants. Moi, j'ai pas sur le même positionnement néanmoins. Oui, tout à fait, mais beaucoup plus professionnel justement, c'est ça. Beaucoup plus professionnel. Ils ont démarré par un segment très haut de gamme avec des drones à plus de 3 000 €, mais aujourd'hui, ils sont sur des drones à 500 €. Et donc, ils rentrent sur le marché du grand public en force, avec des produits qui ont une vraie reconnaissance, je dirais, technologique auprès des professionnels, vers des produits grand public. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai été assez impressionné de voir à quel point ces entreprises étrangères et chinoises sont performants d'un point de vue marketing et consumer. Ils ont une parfaite connaissance des moyens, des outils marketing pour rentrer sur le marché, de toute la mécanique de distribution. Ils sont parfaitement rodés et donc lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils sont très bien organisés. Moi, j'ai été surpris par leur niveau de maturité à vendre des produits consumer dans le monde. Voilà, donc le multimédia est vraiment, enfin l'entertainment est vraiment un secteur qui se développe bien. Ensuite, on a d'autres familles, on a l'écomobilité. Il y avait aussi beaucoup de trottinettes électriques. On sent que c'est aussi dans le transport, la mobilité urbaine. Ce sont un secteur qui se développe bien. Elles ne sont pas connectées. Oui, alors il y a toujours une petite application. On peut relever l'autonomie, combien de kilomètres il nous reste. Il y a beaucoup d'Asie, ça, parce que le 2 roues est très populaire en Asie, donc beaucoup de Chinois qui proposent ce genre de produits. Voilà. Ensuite, on a la maison connectée qui commence, et pour moi, ça a été une des révélations au CES cette année. Je pense que 2018 va être un vrai démarrage de la maison connectée. Ça a été timide en vente ces dernières années, alors que c'est quand même une des familles de produits dont on parle beaucoup lorsqu'on parle de connecté. On s'imagine avoir une maison connectée, mais dans les faits, très peu de personnes sont équipées. Avec des caméras connectées, avec des thermostats connectés, avec des lumières connectées. Et je pense que le déclic que j'ai eu cette année au CES, c'est l'arrivée justement d'assistants personnels comme Google Home, qui a fait ses premiers pas en France depuis Noël, avec un très 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 bon succès commercial de vente. Amazon Echo qui devrait arriver aussi en 2018 en France, Apple qui avait annoncé aussi son HomePod, c'est ça,
son HomePod avec Siri embarqué. Il a pris un peu de retard à l'allumage. Et donc, on a 3 gros mastodontes qui arrivent avec des hubs qui vont rentrer dans les foyers et qui vont être des hubs de connexion pour tous ces objets connectés de la maison. Et ça va être un vrai déclencheur d'achat pour s'équiper en connecté à la maison. Donc je pense que ce CES est un vrai point de départ pour l'équipement de la maison. Moi, ce qui me frappe sur ce marché, comparativement à des produits qui ont atteint un taux de pénétration des utilisateurs qui est très élevé, comme les ordinateurs, les téléphones, même les tablettes et les télévisions, c'est que le marché des objets connectés est extrêmement fragmenté. Quand on essaye de découper par catégorie produit, on a des dizaines et des dizaines de catégories de produits, y compris dans celles que tu viens de citer. Et donc, en fait, il y a une espèce de dilution marketing. Si on voulait, en gros, faire ses courses au CES, on pourrait acheter, je sais pas, 250 produits. Alors, évidemment, on n'a pas, dans un ménage moyen, de quoi dépenser $40 000 d'objets connectés. Donc, les gens font des choix prioritaires. Et souvent, ils essayent de choisir d'abord le produit qui aura le plus grand bénéfice. Et il y a un critère de choix qui me semble assez basique, qui est la fréquence d'usage. Il y a beaucoup plus de chances qu'un produit se vende bien si on l'utilise fréquemment. Et si on l'utilise qu'une fois, comme le gadget que vous voyez tout à l'heure, moins intéressant. Donc, il y a des arbitrages qui sont faits. Et il ne faut pas oublier que le Français moyen ou l'Européen moyen, il doit faire des choix parmi une offre qui est absolument pléthorique. Est-ce qu'il fait des choix d'économiser l'énergie avec un thermostat connecté? Est-ce qu'il fait le choix de contrôler ses ouvertures et faire de la sécurité à la maison, ce que font beaucoup d'Américains, hein, ils achètent beaucoup de caméras de surveillance? Ou est-ce qu'il fait un choix de prioriser sa santé avec un wearable ou avec des outils qui améliorent la santé? Et donc, il y a un espèce d'arbitrage permanent qui complique le marketing des acteurs, sachant que le Graal que tous les fournisseurs de technologies et de solutions au CES essayent d'atteindre, c'est de dépasser 50% de taux de pénétration des foyers. C'est-à-dire pour que tout le monde achète leur catégorie de produits, même avant le produit lui-même. Et c'est le plus gros défi auquel font face les acteurs de ce marché-là, qui est donc très fragmenté. Sur la maison connectée, alors évidemment, c'est pas général, mais il y a quand même toute une catégorie de la population qui résiste, par exemple, à l'arrivée des compteurs intelligents, type Linky, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à ce que les gens s'équipent massivement chez les GAFA de groupes étrangers, alors qu'il y a, même si cette pédagogie n'est pas forcément faite, il y a quand même une certaine interrogation légitime à avoir sur ce qu'on appelle la privacy, et de donner nos données, nos data personnelles, accès en tout cas à des gens dont on ne sait pas très bien ce qu'ils en font, et en même temps qu'un groupe comme EDF, enfin Enedis en l'occurrence, pardon, ou d'autres proposent des solutions qui vont finalement avoir le même objectif, nous faire des économies d'énergie et optimiser la performance du réseau, et en même temps, donc les gens sont presque plus méfiants. J'ai l'impression, en tout cas, à l'égard de cette attitude, mais je ne sais pas comment vous réagissez. En tout cas, la question du respect de la vie privée, on en parlait un peu tout à l'heure, de l'espionnage, on a parlé des jouets chinois espions. Enfin, est-ce que c'est une dimension de confiance qui est importante dans Je pense que c'est un point qui va devenir de plus en plus important avec la démocratisation de ce marché. C'est-à-dire qu'on en est encore au balbutiement. Je veux dire, on en parle beaucoup de la vie privée. Enfin, moi, depuis le démarrage des objets connectés, on en parle beaucoup, mais finalement, il y a encore très peu de gens équipés. Et je pense que c'est un point qui est en train de monter progressivement en fonction de la croissance du marché. C'est-à-dire que plus ce marché est en train de devenir grand public, et plus on est en train de se préoccuper réellement de ces points. Aujourd'hui, c'est pas un frein au développement de ce marché. Je pense que c'est une inquiétude qui monte, sur laquelle il y a des réponses qui commencent à être apportées progressivement. Tu l'as mentionné sur les ordinateurs personnels et autres. Enfin, je veux dire, on est tous déjà largement équipés avec des produits qui ont plein de failles de sécurité. Ça ne nous empêche pas de les utiliser, d'en avoir un vrai bénéfice. Aujourd'hui, l'intérêt du connecté à la maison, typiquement, c'est qu'il y a quelques années, lorsque vous parliez de maison connectée, on parlait de domotique. Ça coûtait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour faire une installation domotique chez soi. Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, on peut avoir des solutions connectées chez soi extrêmement simples à utiliser. Donc, il y a une vraie économie pour le consommateur d'avoir du connecté chez lui. Et lorsqu'on voit les études auprès du consommateur, lorsqu'on lui parle d'objets connectés, première chose qui vient, c'est la maison connectée. C'est comment chez moi,
j'ai un intérieur qui me permet d'avoir une facilité d'usage, un confort de vie avec une maison connectée. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus abordable et extrêmement simple d'utilisation. Et c'est pour ça que lorsqu'on parlait de ces assistants personnels, comme Google Home et Amazon, ça devient, à partir de la voix est en train de devenir la nouvelle interface qui va remplacer l'application, d'allumer son téléphone, d'ouvrir une application pour éteindre une lumière, c'est quand même pas très pratique. Et donc la voix est en train de devenir justement cette nouvelle interface qui va permettre de vraiment commander sa maison. En fait, à la voix. On va arriver à, on va finir. Si on peut dire au frigidaire, est-ce que tu peux faire les courses et me faire livrer directement? Il y en a qui le montrent au CES. C'est pas si mal. Je peux répondre à la question à ma façon. Ouais. Il y a une différence énorme entre un compteur qui vient d'un utility français ou européen et les produits que Stéphane évoque. Dans le premier cas, il t'a imposé, il sert surtout à l'opérateur à faire des économies de relevé de compteur et la valeur utilisateur n'est pas franchement évidente. Ils prétendent que ça permet de faire des économies d'énergie ou d'optimiser les abonnements, etc. Mais dans la pratique, tu choisis pas. Ils n'étaient pas à Las Vegas, Enedis. Il y avait Enedis à Las Vegas, il y avait Engie, ils y étaient. Mais bon. Et puis à côté de ça, on a des produits qu'on choisit, qu'on achète, qui ont une valeur d'usage, la commande vocale que Stéphane décrit très bien, qui semble manifeste, donc il n'y a pas photo. Donc il faut faire la part des choses. Hein. Ce qui compte pour que le marketing de ces acteurs fonctionne bien, c'est la valeur qui est proposée aux consommateurs. Et puis il y a une deuxième différence qui est fondamentale. Je considère que, d'ailleurs j'ai déjà utilisé 4 fois le mot, je vais le répéter, la plateforme. Si vous avez d'un côté une plateforme vocale qui fonctionne avec des dizaines de produits et de l'autre vous avez un machin EDF ou Enedis ou je sais pas quoi qui marche que avec EDF et que c'est pas connecté à l'ensemble des objets de la maison, il n'y a pas de valeur de plateforme. Et donc en général, sans même que ce soit codé dans notre ADN ou dans notre encodage social, on a tendance naturellement à s'orienter vers des produits qui sont ouverts, qui sont extensibles, comme un PC, un smartphone, une tablette ou même une télévision connectée dans une certaine mesure, que vers un produit qui est lié qu'à une seule marque. Donc il y a tout un tas de raisons qui font qu'on n'a pas la même confiance dans l'un et dans l'autre, malgré les peurs qu'on pourrait légitimement avoir vis-à-vis d'acteurs américains. Et juste pour poursuivre sur ce sujet de la maison connectée, c'est vrai que ce qui s'est passé cette année à Las Vegas, c'est en effet une hyper-présence de ces hubs, le Google qui était partout à Las Vegas, le Amazon avec Alexa, et on se rend compte que les grands fabricants américains d'objets connectés ont rendu tous compatibles leurs produits avec ces écosystèmes. Et donc, on voit bien qu'il y a une traction commerciale qui est en train de se faire autour de ces écosystèmes. Et ça, c'est un point important à suivre pour nos startups françaises, de raccrocher les wagons, de ne pas être forcément tourné vers soi-même, vers des écosystèmes un peu trop propriétaires, mais à un moment donné, de se dire, ces géants de l'électronique qui sont en train de faire le marché, on ne peut pas passer à côté. Et donc, il y a des choix technologiques à faire, de se dire à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler soi-même, il faut faire partie d'écosystèmes pour arriver à exister, parce que le consommateur, à un moment donné, il veut être sur ces plateformes ouvertes, il est content de son téléphone, il est content d'être sur iPhone ou d'être sur Android, et puis il veut que tout ça soit simple à utiliser. Il ne veut pas devoir, se faire des nœuds au cerveau pour comprendre comment il va installer telle ou telle caméra, qu'il va devoir utiliser une application spécifique pour ça, une application spécifique pour son thermostat, et ainsi de suite. Donc ça, c'est aujourd'hui des verrous qui sont en train de sauter dans la tête des consommateurs grâce à ces écosystèmes sur lesquels on est déjà tous consommateurs. Donc on est tous sur Android ou on est tous sur Apple. Et aujourd'hui, c'est des écosystèmes qu'on a adoptés, qui sont simples à utiliser et sur lesquels qui va accompagner le développement de ces nouveaux marchés. Bien, on arrive au moment où on va prendre quelques questions dans le public. Je voudrais juste terminer, Olivier, par une question en piège, pas du tout préparée. CES 2025, il vend quoi, Stéphane, dans ses boutiques ? Je prends pas trop loin exprès, parce que si je disais 2050, mais tu peux dire 2050. C'est quoi l'avenir? J'en ai aucune idée. Les voitures autonomes Oui, je pense beaucoup à la voiture autonome et je ne sais pas si tu vas vendre des voitures vraiment. Peut-être qu'il faudra des cartes d'abonnement des véhicules autonomes, comme on vend des cartes des services aujourd'hui. Il n'y aura plus de cartes, ça sera dans le smartphone. Ça sera directement dans le smartphone. Peut-être qu'il y aura des produits utilisant la blockchain. C'est un autre sujet dont on parlait beaucoup au CES, en tout cas chez certaines startups, qui va peut-être changer un certain nombre de choses dans les chaînes de confiance.
Peut-être qu'il y aura des produits qui seront vraiment plug and play, c'est-à-dire qu'on l'achète, on le branche, ça marche, il n'y a même pas de question à se poser, ça devine tout grâce à de l'IA ou je ne sais pas quoi. Et il y a des produits sans friction en fait, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore le cas, il faut paramétrer son Bluetooth ou je ne sais pas quoi. Donc peut-être qu'il y aura des produits qui seront vraiment très faciles à utiliser, qui coûteront moins cher. Il est probable aussi que dans cette espèce d'énorme écosystème ultra fragmenté d'objets connectés, peut-être qu'il va y avoir un phénomène qui est assez courant dans l'histoire du numérique, qui est que certaines des catégories vont vraiment émerger, au sens où elles vont atteindre des taux de pénétration des foyers de l'ordre de 20, 30, 40%. Et en général, structurellement, l'économie se reconcentre sur quelques acteurs limités en nombre. Au départ, il y a plein d'acteurs, puis le marché, c'est comme l'automobile entre il y a un siècle et maintenant, le marché subit un processus de coalescence et il y a peu d'acteurs. Résultat, le produit se commoditise, il se vend, il est pas cher, il y a du volume et le taux de pénétration continue à se développer. C'est un peu ce qui s'est passé dans le smartphone. Ouais, moi, un de mes souhaits que j'aurais à horizon 2025, c'est de voir en effet de véritables success stories françaises qui nous manquent et d'avoir des sociétés françaises qui émergent vraiment dans le consumer électronique avec des produits qui soient capables de se vendre dans le monde entier, où on sort un petit peu du côté concours Lépine qu'on avait au CIS, qui est toujours sympathique. Jacques Lépine n'aime pas du tout l'expression, parce que c'est un entrepreneur français aujourd'hui. Il est basé aux US maintenant. Et qu'on arrive à passer vraiment du prototype au grand public, quoi. Et c'est un petit peu, à chaque fois, un peu notre frustration. Un peu la différence entre les Américains et nous, quoi. Bah oui, et c'est vrai que on a d'excellentes entreprises, des ingénieurs vraiment qui sont reconnus mondialement, mais ce qu'on manque encore, c'est d'avoir des entreprises qui respirent le commerce, le marketing, une vraie connaissance de la distribution pour performer et avoir des vrais success stories à la française et pas simplement de bonnes idées qui seront reprises par d'autres boîtes à l'international et qui connaîtront le succès. Donc voilà, moi c'est un des souhaits que j'aurais, c'est qu'on arrive à passer de la boîte d'ingénieurs à des vraies boîtes de consumers qui soient capables de se vendre mondialement. Très bien, c'est un vœu que je pense que nous partageons tous. Je vais proposer à Brian Pereira, si le micro peut lui être donné, qui est un jeune étudiant d'une des écoles, ça a été dit tout à l'heure par Didier Klein de la Chambre de commerce, l'ESIE. Donc vous étiez. C'est une école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs, je crois. Vous étiez, vous allez nous raconter ça, au CES Las Vegas avec 2 autres étudiants. Vous êtes en 4e année. Et vous avez remporté, vous allez nous expliquer ça, un prix pour un projet. Alors c'est un système pour alimenter des dispositifs électroniques à partir des ondes radio ambiantes. Vous avez la parole. Très bien, merci. Alors oui, c'est ça. En fait, je suis étudiant en 4e année en école d'ingénieur ici Paris, en filière système embarqué. Et l'année dernière, suite à un projet où on était 3 étudiants, on a été récompensé à l'école, puis à un concours international en Chine qui nous a permis de participer au CES. On est 3 étudiants qui ont toujours été très curieux au niveau des technologies. Et aujourd'hui, après notre première visite au CES, et en ayant écouté ce que vous avez dit, j'ai noté un moment que vous avez dit « j'ai rien vu de génial » en parlant des intelligences artificielles. Et là-dessus, nous, on a trouvé aussi qu'on n'avait rien trouvé de surprenant et d'entièrement nouveau au CES. Parce que on se renseigne un petit peu toute l'année et on continue sur ce qui sort et sur ce dont on parle, etc. Et on trouve que notamment les grosses entreprises, réservent peut-être un peu trop leurs grosses surprises pour des événements privés ou alors même des événements ultérieurs au CES, ensuite dans des gros événements, par exemple les keynotes ou des trucs comme ça. On voulait savoir si, au contraire, elles ne devraient pas justement les sortir dans des gros événements où il y a un petit peu de tout le monde pour se démarquer des autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ce sont des choix marketing. Moi, en fait, je ne m'intéresse pas trop au timing des annonces, dans la mesure où au CES, à un moment donné, on voit des choses qui ont d'ailleurs en général été annoncées dans les 6 mois précédents. On les voit pas, ça dépend des stratégies d'exposants, en fait, des constructeurs. Parfois, ils les montent dans des suites planquées, comme l'écran enroulable de LG OLED. Donc, si je dis à un moment donné, il n'y a rien qui me bluffe, c'est plutôt... C'est pas lié au CES. Et je dis, en gros, dans les 12 mois ou les 6 mois qui viennent de se passer, il n'y a pas forcément quelque chose qui m'a énormément surpris. Néanmoins, il y a des gens qui sont innovants, mais ils ne sont pas forcément toujours innovants et frappants dans des catégories de produits majeures.
Typiquement, j'ai découvert 2 ou 3 imprimantes 3D, un sujet dont on n'a pas parlé, qui est devenu plutôt un marché professionnel que grand public, mais qui était très intéressante. J'ai trouvé par exemple une machine, c'est encore mon travail ingénieur, désolé, qui va ressortir, une machine qui fait de l'impression 3D et qui fait de l'usinage 5 axes. Bon, vous allez dire, ok, so what, quoi. C'est pas pour vendre chez Leak, hein. Mais c'est intéressant. Il y a plein de petites sociétés comme ça qui font des choses très intéressantes, mais sur des petits marchés. Par contre, est-ce que la reconnaissance d'image a évolué au CES? Non. Pourquoi? Parce que toutes les solutions de reconnaissance d'image ou de visage qu'on voit chez tous les exposants du CES s'appuient sur les mêmes algorithmes. Ils utilisent tous les mêmes SDK, enfin les mêmes logiciels qui sont derrière. Donc en fait, ils vont tous reconnaître des visages de la même manière. Donc oui, ça ne sera pas étonnant. Il n'y aura pas de grandes surprises. Là, il y aura des surprises, c'est dans l'intégration. C'est dans la capacité à créer une solution, donc grand public, originale. Typiquement, vous avez des sociétés qui font des caméras de portail. Bon, 3-4 boîtes qui font ça qu'on voit au CES. Ils le font de manière intelligente, ils font en sorte que l'application mobile qui est reliée à la caméra reconnaisse les gens, reconnaisse un ami d'un de vos enfants que vous ne connaissez pas, vous pouvez avec votre téléphone rajouter le nom de l'ami. C'est des scénarios qui, pris en décortiquant la fonction technique, n'a rien de nouveau, mais qui, par contre, peut apporter une valeur à l'utilisateur. Donc l'innovation, il ne faut pas oublier, c'est souvent ça. C'est des composants, des technologies qui, en tant que telles, ne sont pas forcément surprenants parce qu'on les connaît déjà, mais c'est leur assemblage, leur packaging, leur prix, leur facilité d'installation, qui, pris isolément, n'aura rien d'extraordinaire, mais qui, quand c'est bien assemblé avec un bon marketing et une bonne distribution, fera un produit qui fera un succès. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses quand je dis « j'ai pas été surpris », mais par contre, je peux être surpris quand le produit se vend bien, quand il a été bien foutu, bien packagé. Mais ce n'est pas une considération technique, ça, forcément. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... on a 10 minutes pour prendre des questions. On va vous apporter le micro. Merci de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, avant tout merci à vous. Niels Edelman, Bouygues Immobilier et Real Estate, l'association qui fédère les startups de l'immobilier. Je vous incite d'ailleurs à lire l'article qui a été fait cette semaine sur Robin Rivaton, président fondateur, qui est très bien fait. Ma question est la suivante. On a pas mal parlé de logements connectés, avec, de mon point de vue, 3 logiques. IoT, donc les systèmes connectés, donc, qui vient un peu de la domotique et de toute cette mouvance qui a démarré dans les années 80, qui est en constante évolution et en constante simplification, comme vous l'avez rappelé. La logique Big Data avec la maquette numérique, le BIM, qui va aller capter de la data à l'échelle plus de l'immeuble que du logement. Et puis l'intelligence artificielle qui a commencé il y a quelques années, notamment avec un Nest qui va être capable de faire de l'analyse prédictive sur la logique température. Quelles sont aujourd'hui les tendances que vous observez? Comment vous voyez évoluer cette logique-là sur le logement connecté? Est-ce que l'intelligence artificielle se développe aujourd'hui sur le CES de cette année et quelles sont les évolutions que vous voyez? Alors, pour répondre précisément à la question, je n'ai pas vu d'évolution marquante et généralisée. J'ai plutôt vu des solutions ponctuelles qui vont dans une démarche d'amélioration de la maison connectée. Alors, il y a une boîte française, tu vois, on en trouve, hein, et, que je trouve assez intéressante dans son approche. C'est une petite boîte qui s'appelle WinAI, qui vient de Grenoble, hein, si je ne m'abuse, et qui au départ faisait un thermostat connecté avec un design sympa, et qui a fait ce qu'on appelle un pivot dans l'univers de la start-up, et qui a décidé de laisser de côté un peu son thermostat et de garder ce qu'ils avaient de spécifique dans leur thermostat, qui était la brique logicielle, et d'en faire un système d'intelligence artificielle qui apprend par lui-même des habitudes du consommateur quand il utilise manuellement les différents interrupteurs et objets connectés de sa maison pour programmer automatiquement la maison. Et ça répond à c'est une des manières de faciliter le déploiement des objets connectés dans la maison. Il y a celle que Stéphane évoque qui est très populaire aujourd'hui, qui est « je le commande par la voix ». Mais si, quand je rentre dans la maison, il faut que je commande par la voix tous les objets les uns après les autres, ça va prendre du temps. Si par contre, l'objet, éventuellement quand on commande par la voix, se rend compte que quand je rentre, je demande toujours la même chose, eh bien l'objet, enfin le fameux logiciel de WinAI, peut par lui-même déclencher toutes ces actions automatiquement parce qu'il s'est rendu compte que de manière récurrente, on demandait tout le temps la même chose. Donc je pense qu'il va y avoir petit à petit, mais ça ne viendra pas forcément avec une seule boîte, il y aura une espèce de combinaison de la commande vocale et d'une certaine forme d'intelligence pour que toutes les choses se fassent de manière les plus naturelles et souples possible. C'est une forme d'évolution et d'intégration. Et ça, c'est de la plateforme, c'est du logiciel, c'est un peu masqué. Et d'ailleurs, à la limite, le consommateur, il n'y aura même peut-être pas besoin de lui dire que ça existe.
Peut-être que d'ailleurs Google le fera un jour par lui-même, peut-être que les outils le feront par eux-mêmes et l'utilisateur ne se rendra même pas compte que l'outil s'est adapté à ses besoins. D'autres questions? Oui. On va vous apporter le micro. Bonjour, Olivier Granon, intégrateur en solutions domotique. Je rêve d'interopérabilité entre les objets. Est-ce qu'on a vu un protocole commun qui se dessine entre tous ces fabricants qui ont leur propre protocole? Oui, vas-y. Oui, enfin, il y a encore quelques années, on parlait de Zigbee, de Z-Wave, enfin de normes très techniques justement pour des techniciens. Aujourd'hui, c'est plutôt les compatibilités HomeKit, Alexa ou Google qui deviennent des standards d'intégration. Et sur lequel aujourd'hui, nous, on est plutôt en train d'identifier les fabricants qui vont assurer des compatibilités avec ces hubs, parce que ça simplifie considérablement. On n'a plus besoin d'installer un hub à la maison propriétaire sur une techno type Z-Wave ou Zigbee qui va être l'interface avec des produits trop techniques. Aujourd'hui, avec un Apple TV ou une plateforme Alexa, on va pouvoir interconnecter ces produits. Donc c'est plutôt aujourd'hui autour de ces environnements-là qu'on va chercher des catégories de produits qui vont se rattacher parce que ça simplifie énormément l'usage et l'installation de ces produits. Ça veut dire que j'aurai quand même toujours 3 applications, HomeKit, Google Home, enfin, etc. En tant que distributeur, aujourd'hui, nous, c'est l'axe qu'on prend de se rattacher à ces environnements qui sont bien connus par le grand public, plutôt qu'aller sur des solutions trop techniques, trop professionnelles, sur lesquelles il y a une méconnaissance. Enfin, je veux dire, vous parlez Zigbee ou Z-Wave, parlez tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui comprend. Alors que lorsqu'on parle Google, Android, Apple, déjà, ça parle. Donc, d'un point de vue grand public, nous, c'est vraiment dans cette direction qu'on est en train d'aller, de créer des écosystèmes autour de ces grands acteurs. Il y a quand même des initiatives qui existent dans l'industrie. Il y en a une qui faisait un petit peu parler d'elle sur le salon, qui est OCF. C'est une tentative de faire parler les objets connectés entre eux, mais pas au niveau du réseau, ce qu'on appelle Zigbee, Z-Wave ou le Thread ou Bluetooth, etc. C'est de faire en sorte que les objets se parlent à un niveau sémantique, c'est-à-dire un niveau au niveau de la donnée. Et il y a quelques constructeurs français, étrangers, qui adoptent ce nouveau protocole qui est en train d'émerger. Mais en même temps, effectivement, il va se trouver confronté à la force de ces grands acteurs qui travaillent par la commande vocale et qui vont fédérer par ce biais-là ou par leur propre kit les objets de la maison. Donc il y aura toujours, je pense qu'il y a une permanence dans l'industrie, il y aura toujours une espèce de cohabitation entre des offres qu'on peut qualifier des plateformes propriétaires. Il fut un temps c'était Microsoft, maintenant c'est Google, Apple et d'autres, et des offres de standards ouverts souvent, avec ou sans propriété intellectuelle, ça dépend des cas. Et la bataille est toujours un équilibre assez tangent entre les deux. On a la même chose d'ailleurs sur les standards dans la télévision pour ce qu'on appelle le HDR. Il y a des mouvements comme ça entre un standard propriétaire Dolby Vision et puis son équivalent, le HDR, le 10, le HDR10+, qui est royalty free et que certains constructeurs adoptent parce que ça coûte moins cher en royalty. Donc je pense qu'il y aura toujours cette tension. Elle existera toujours. Juste sur ce point, sur l'aspect technologique, enfin, je veux dire, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des consommateurs qui sont très très loin, je dirais, de notre niveau de compréhension de ces écosystèmes. C'est pour ça que moi j'encourage régulièrement, lorsque je vois des startups qui développent des objets connectés, très tôt dans leur process de développement, de venir passer une journée en boutique. C'est pour ça qu'on organise des Demo Days. On l'a fait, c'est encore cette année avec Business France, d'organiser un Demo Days spécial CES. On a invité une dizaine de startups à venir se confronter au grand public, de venir présenter leurs prototypes dans un contexte d'un magasin et rencontrer des vrais clients, pas des professionnels, des vrais clients, et de leur pitcher leurs produits. Je peux vous dire qu'il y a des belles surprises. Belles au sens belle ou oui, dans le sens des vraies remises en question. Des vraies remises en question sur où est le client par rapport à l'innovation technologique. Je veux dire, il y a encore des gens, le Bluetooth et le Wi-Fi, c'est compliqué.
Enfin, je veux dire, donc, lorsqu'on leur parle d'objets connectés reliés à une application, et puis qu'on parle de prix parfois stratosphériques, je veux dire, pour le consommateur, enfin, je veux dire, il faut rappeler que, je dirais que, bon, pour un consommateur, 49 €, c'est déjà un produit qui doit être excellent. Lorsqu'on voit des produits arriver à 400 €, 300 €, enfin, je veux dire, on est sur une autre planète, quoi. Donc, il faut aller en point de vente, il faut se confronter au grand public, et c'est ce qu'on encourage à faire avec ces Demo Days, d'avoir ce feedback client pour adapter le packaging, le positionnement prix, les fonctionnalités des produits. Il y avait devant une question et puis une autre derrière. Bon, on va commencer par monsieur, puis merci. Une autre derrière. Philippe Solignac, CCI Paris Île-de-France. J'ai pris beaucoup d'intérêt, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à vous écouter dans ce retour du salon de Las Vegas, du CIS. Il y a un domaine dont je n'ai pas vraiment entendu parler, et dans une chambre de commerce, vous trouverez légitime qu'on puisse s'y intéresser. Ce sont toutes les solutions de paiement qui actuellement utilisent beaucoup, enfin, sont à la pointe de l'innovation. Alors, en France, on a quand même un bon niveau d'ingénieurs. Souvenez-vous Moreno, qui a inventé la puce sur les cartes bancaires. Aujourd'hui, Oberture, vous savez, le cryptogramme au verso de la carte, le cryptogramme qui change paramétrable et qui change toutes les demi-heures, par exemple, et qui a du mal à vendre ça aux banques américaines, alors qu'en France, bon, ça commence. Et puis, quand même, une appétence pour les Français aux solutions assez innovantes. Regardez le sans contact, c'est passé beaucoup plus facilement qu'on ne le pensait. D'ailleurs, le plafond vient d'être relevé. Mais quand je vois aujourd'hui aux États-Unis les banques qui proposent, vous recevez un chèque, très bien, vous le photographiez, vous le gardez 10 jours parce qu'on ne sait jamais, mais l'application que vous avez sur votre smartphone l'envoie directement à la banque et sans avoir besoin de l'envoyer, de vous déplacer à votre agence, tout ça est fait. Autrement dit, il y a quand même une simplification avec sécurité, j'espère. Tous nos téléphones, nos smartphones sont équipés de wallets où on peut avoir Apple Pay, Android Pay, enfin bref, tout ça évolue très vite. Qu'est-ce que vous avez observé à Vegas concernant les moyens de paiement? Merci. Alors, lui, il dit, j'y ai rien vu. Côté retail, enfin, côté distribution, on voit pas grand-chose. Ce qu'on voit, c'est les grandes plateformes des grands acteurs mondiaux, les Samsung Pay, Apple avec sa solution qui n'a pas de stand, Google qui pousse la sienne. Chacun pousse sa solution un peu propriétaire de paiement. Il y a quelques startups étrangères et françaises qui poussent des solutions dans cette optique-là. Mais effectivement, c'est pas un sujet majeur du CES quand on le visite, sauf pour quelqu'un qui serait focalisé sur ce point-là et qui n'aimerait voir que les exposants qui parlent de ça. Mais si vous vous baladez dans les allées, vous n'allez pas voir de solution de paiement. J'ai juste un petit signe positif que j'ai vécu moi-même. J'ai fait mes courses dans plein de magasins, parce que je suis resté assez longtemps à Las Vegas, et tous les magasins ont des terminaux ingénicaux et qui acceptent la carte à puce. Donc on y est arrivé enfin, parce que ça, on a mis 20 ans à faire passer la carte à puce aux États-Unis, quoi. Voilà. Mais c'est du ingénico quand même, donc c'est français, fait à côté en banlieue, quoi. Bonjour. Philippe. Allez-y. Alors, une petite question sur les médias immersifs. Leapmotion, par exemple, ou tout ce qui est autour de la réalité augmentée, qui va se démocratiser potentiellement sur les smartphones avec les nouveaux protocoles ARKit et AirCode. Est-ce qu'on en a parlé à Las Vegas? Est-ce qu'on a vu des choses innovantes? Est-ce que vous pensez que ça va arriver sur le marché pour être démocratisé et massif dans les mois qui viennent? Alors, à quelle vitesse ça arrivait, j'ai du mal à le dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir sur ce sujet au CES. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous les inventeurs du monde qui essayent de proposer leurs solutions. Alors, vous avez aussi bien une start-up israélienne dont j'ai oublié le nom, qui fournit une plateforme logicielle pour ajouter de la réalité augmentée sur une application d'un téléphone. Donc, le téléphone utilisé comme ça, juste pour ajouter à ce que le téléphone filme de la valeur ajoutée. Vous avez une ribambelle de start-up de tous les pays du monde qui essayent de résoudre un problème compliqué qui n'est pas un problème d'électronique, mais qui est un problème d'optique, qui est comment faire des casques de réalité augmentée, donc qui affichent quelque chose en plus de ce que vous voyez, comme sur un casque HoloLens de Microsoft. J'ai vu plein de boîtes faire des choses originales, mais à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas.
C'est comme la pub de la vache qui rit. Hein. Vous avez soit le casque est trop grand, soit la résolution qui est trop petite, soit l'angle de vue qui est pas assez grand. Et il y a un vrai problème qui est physique, qui est optique. Et d'ailleurs, il y a une start-up américaine qui est ultra connue sur le sujet, qui a levé 1,8 milliard de dollars, qui n'était pas présente sur le salon, mais qui a fait une petite demi-annonce avant le salon, qui s'appelle Magic Leap, mais dont les lunettes ont l'air d'être quand même relativement embarrassantes. Moi, j'ai vu une solution chinoise-anglaise qui avait l'air intéressante. Il y a, à côté de ça, toutes les sociétés qui font des casques de réalité virtuelle, donc on est enfermé dans le casque. Ça reste assez encombrant. Il y a la gamme de prix que Stéphane évoquait, ça commence à $10 et ça termine à plus de $1000. Le dernier HTC Vive Pro est pas mal. Il est plutôt utilisé dans des applications professionnelles. J'ai vu beaucoup d'exemples. Alors, grand public, c'est un truc complètement absurde, qui est le sport en réalité virtuelle. Donc, en gros, vous êtes sur un tapis, et vous avez votre casque sur la tête, ça vous alourdit un petit peu, c'est bien, ça fait du poids, et vous voyez ce qu'il y a autour de vous tout en courant. Donc, au lieu d'aller courir dans la nature, vous courez chez vous avec des lunettes pour voir ce qu'il y a dehors. Donc, c'est complètement absurde. J'ai même vu des chercheurs travailler sur un médicament qui permet de vous faire les effets du sport sans avoir besoin d'en faire. En plus, oui. Mais par contre, à côté de ça, il y avait 2 startups françaises, Nomadic et Sim4Health. Il y en a une, elle est de Bordeaux, et l'autre, je ne sais plus de quelle région elle est, et qui proposent des solutions ou de télémédecine en réalité virtuelle, ou de formation des chirurgiens en réalité virtuelle. Et donc ça, c'est le côté B2Bisation du salon. Il y a des sociétés qui viennent présenter ça au CES. Donc oui, il y a des choses. Mais de là à dire que dans 3 ans, il y aura des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle qui prend la moitié des foyers, on n'y est pas encore. Il y a des choses dans le domaine juste pour compléter, dans le domaine de la connexion du corps humain. Alors on parlait des wearables, mais on est en train de parler carrément de systèmes de puces qu'on pourrait s'implanter soi-même. Oui, alors les puces, on n'en voit pas trop au CES parce que ça ne se vend pas dans la grande distribution. Encore là, non, Stéphane. Mais par contre, j'ai vu, d'ailleurs encore chez des Français et des Américains, il y a plein de produits qui sont destinés aux personnes à risque qui ont des pathologies cardiaques. On leur met en gros, non pas un pacemaker, mais un strap sur le thorax qui va mesurer en temps réel tous leurs paramètres cardiaques, qui font ce qu'on appelle un EEG 2 points, c'est-à-dire un ECG, un électrocardiogramme à 2 points, qui permet de mesurer la fibrillation atriale et tout un tas de paramètres liés au rythme cardiaque, et qui permet de détecter le plus en temps réel possible des pathologies émergentes pour des gens qui sont déjà sous surveillance. Donc, vous avez eHealth qui fait ça, une boîte française, vous avez Cardiomo qui doit être américain qui fait ça. Ça, c'est de la e-santé, on va dire, professionnelle, parce que c'est prescrit par un médecin. C'est pas le truc que tu vas acheter dans le magasin pour le mettre sur toi. La mesure du diabète aussi en tant Oui, alors là, bon, diabète, oui. Dans la santé, on en parle beaucoup, mais c'est un marché qui n'a pas décollé. Hein. En termes de vente, le consommateur, il n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur la santé. Beaucoup d'enseignes qui ont peur aussi de vendre des produits de santé, parce que quelles sont les sur les données, j'imagine. Exactement, sur les données, sur la fiabilité des données, sur des approbations qu'il faudrait avoir avec l'environnement de la santé. Donc pour l'instant, c'est un marché qui alors c'est pour ça que nous, on parle plutôt de bien-être que de santé. Et c'est vrai qu'au CES, il y avait beaucoup de produits autour du sommeil. Donc c'est une thématique qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Comme on passe notre nuit sur notre smartphone, ça nous empêche de dormir. Après, on achète des produits exactement. Pour mieux dormir. Enfin, c'est assez logique. On n'a pas, c'est encore au début. Hein. C'est pas encore un marché qui a vraiment décollé. Alors, allez-y. Il y a une question. Je ne sais plus où. Les 8. Mais on prend une dernière question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait poser. Non. Ouais, moi. Oui, allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Christophe de Valambra, je suis du Media Lab de l'information de France Télévisions. Et je me posais une question par rapport plutôt au contenu de tout ce que vous proposez. Évidemment, au CES, il y a une multitude de technologies, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que les contenus utilisés par ces technologies évoluent? Pour faire simple, moi je suis souvent déçu, finalement, parce que propose une technologie hyper innovante. Parce que l'usage, finalement, quand on dépense 1 000 € dans un casque de réalité virtuelle pour regarder une forêt un petit peu partout, bon, moi je suis pas loin de Meudon, je peux le faire à moins de 1 000 €. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui sont ultra innovantes et avec des potentiels extraordinaires, mais qui ne proposent pas d'usage ou de contenu approprié. Est-ce que vous voyez une évolution dans ce cadre-là typique des contenus? Moi, je pense que c'est justement dans l'aspect professionnel, c'est-à-dire qu'un produit comme le HTC Vive, justement, qui au début était plutôt tourné gaming, avec
du contenu quand même relativement limité. On voit aujourd'hui qu'un des axes de développement de HTC, c'est vraiment d'aller dans le domaine du professionnel, avec des applications sur la formation, avec des applications dans l'immobilier, des choses comme ça. Et là, voilà, c'est très spécifique, mais c'est plutôt des orientations dans le B2B que dans le grand public. En complément, de toute façon, le CES n'est pas un salon des contenus, donc il faudrait aller ailleurs, au MIP TV à Cannes ou je ne sais pas où, pour voir des contenus adaptés à ces nouveaux appareils. Ce qu'on peut voir au CES, c'est l'évolution des produits de captation. Donc typiquement, il y a plein de caméras 360, des caméras sportives, des live cam qui captent toute notre vie, qui vont générer des contenus dits UGC, c'est-à-dire des contenus créés par le consommateur pour être diffusés dans les réseaux sociaux. Donc toute cette chaîne de valeur, caméra, réseau social, diffusion, télécom, elle est assez au point. Ce qu'on peut, moi, ce qui m'a frappé, je vais donner un exemple de contenu vraiment nouveau, technologie très nouvelle que j'avais découvert l'année dernière au CES, qui s'appelle la vidéo volumétrique. C'est un truc qui m'a bluffé, moi, quand j'ai découvert ce truc-là. C'est la capacité à capter des personnes ou une scène ou un stade en vidéo, mais en fait en captant en 3D tout l'environnement et en pouvant déplacer la caméra de manière arbitraire après ou en temps réel. Et le truc qui m'a bluffé, c'est qu'en un an, la technologie n'a pas beaucoup évolué, elle n'est pas encore démocratisée, il n'y a pas de système qu'on peut acheter à la FNAC qui installe ça chez nous. Mais par contre, Intel, qui a décidé de mettre le paquet là-dessus, il a construit son premier studio à Hollywood, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés ça fait, et de milliers de mètres cubes, pour pouvoir tourner des contenus avec cette technologie-là, et leur processeur, la data center, etc., pour permettre à des créatifs à la James Cameron à Hollywood de tirer parti de cette technologie pour qu'à terme, ça donne quelque chose. Et donc, c'est la première fois que je vois un industriel des composants décider de créer un studio. Donc, ça montre bien qu'il y a à la fois un besoin de donner un outil aux producteurs pour créer des contenus qui n'était pas couvert jusqu'à présent. Et c'est anecdotique ce que je vous raconte, c'est une technologie bien précise qui sert à la réalité virtuelle ou augmentée. Mais c'est très marrant de voir ce genre d'acteurs. Alors qu'avant, c'était en gros George Lucas, James Cameron, qui faisait son propre sourcing, qui crée sa propre filiale, comme j'ai oublié le nom de la boîte de Lucas, là. Ah, j'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave. La boîte de technologie de Lucas. Voilà, ILM, voilà, la boîte ILM, qui doit être chez Disney maintenant, ils allaient dans ce sens-là. Maintenant, c'est carrément les constructeurs qui se disent, il y a besoin de créer un outil, on le met carrément à Hollywood. Ça, c'est nouveau. Bien, on termine avec Hollywood, après Las Vegas. Merci beaucoup à Stéphane, merci beaucoup à Olivier.